Le Machu Picchu est un exemple époustouflant du génie technique des Incas. Ces derniers ont construit les palais des temples, les terrasses et les infrastructures du Machu Picchu en utilisant la pierre. Perché dans les nuages du Pérou, une cité insoupçonnée se dresse. Pendant plus d'un siècle, Machu Picchu fut tour à tour palais-forteresse-temple. Et si tout ce que nous pensions savoir était faux, les Incas sont réputés pour leur incroyable maîtrise de la pierre, notamment grâce à la technique de l'asclépiade, où les pierres s'emboîtent parfaitement sans mortier. Ils ne disposaient pas des technologies avancées d'aujourd'hui. C'est donc une véritable merveille. En 2025, des scientifiques ont découvert un secret enfoui sous ces pierres depuis 500 ans. Et une fois que vous l'aurez entendu, vous ne regarderez plus jamais cette merveille de la même façon. Restez avec moi car la révélation finale vous stupéfiera. Le siècle de la confusion. En 1911, le professeur Hiram Bingham de Yale se fraya un chemin à travers l'épaisse végétation des Andes et découvrit des ruines qui stupéfièrent le monde entier. La cité semblait défier la gravité bâtie sur une crête extrêmement fine à 430 mètres d'altitude. Des terrasses surplombaient les rochers. Ces temples dominaient des précipices vertigineux et des murs de pierre s'élevaient à pic des nuages. De l'extérieur, elles paraissaient immuables, comme si le temps l'avait oublié. Bingham était convaincu d'avoir découvert la légendaire cité perdue des Incas, mais les Quechua qui y vivaient ne l'avaient jamais oublié. Pourtant, dès le départ, le site soulevait plus de questions qu'il n'apportait de réponses. Machu Picchu n'était pas relié au reste du royaume par de larges routes, contrairement aux autres cités Incas. On n'y trouvait aucune trace de routes commerciales animées, de marchés bondés ou de grands quartiers résidentiels. Ces jardins étaient magnifiques, mais pas assez vastes pour nourrir une population nombreuse. Elle ne ressemblait pas tant à une ville animée qu'à un puzzle taillé dans la pierre. Cette contradiction était difficile à comprendre pour les experts. Pourquoi les Incas avaient-ils bâti un édifice aussi magnifique dans un lieu si reculé et dangereux? La colline sur laquelle elle se dresse est instable et étroite, bordée de falaises plongeant à près de 500 mètres dans le fleuve Urubamba. Les pentes environnantes abruptes et rocailleuses ne se prêtent pas à une agriculture à grande échelle. Ce choix paraissait incohérent pour un royaume réputé pour son efficacité et son savoir-faire logistique. L'histoire prit une tournure encore plus étrange au fil du 20e siècle. Les temples étaient parfaitement alignés sur les solstices et les phases de la lune. Les murs sont si étroits que même un brin d'herbe ne pourrait pas se faufiler entre les interstices. Chaque détail semblait confirmer l'importance de la cérémonie, mais rien ne répondait à la question principale, pourquoi était-il là, au lieu d'éclaircir les choses. L'étude les a rendues encore plus confuses. La découverte de Bingham a compliqué davantage la situation. Il a emporté des centaines d'artefacts à Yale, ce qui a engendré un différend avec le Pérou concernant leurs propriétés différentes qui a duré un siècle. Sa description du site, tel qu'il a été découvert, a contribué à forger un récit occidental qui occultait la mémoire collective autochtone. Les interprétations étrangères de cette histoire ont primé sur les informations locales. Dès le départ, la perception du Machu Picchu par Coor a été façonnée par le regard que lui portaient les personnes extérieures au Pérou. La géographie a rendu le paradoxe encore plus frappant. Le Machu Picchu et le Hina Picchu sont deux collines escarpées qui se dressent entre la ville et le Machu Picchu. La ville se dresse sur une crête sculptée par le courant incessant du fleuve. Les sentiers y menant serpentent à travers d'épaisses forêts de nuages et des rochers escarpés. Contrairement à la capitale Cusco, elle ne bénéficiait d'aucune voie commerciale importante. Dans une société fondée sur les relations, l'éloignement du site semblait inévitable. Ce dernier engendrait de réels problèmes. Approvisionner les ouvriers en nourriture, outils et pierres devait être un véritable casse-tête. Les 6 terrasses aménagées à flanc de collines permettaient quelques cultures, mais pas suffisamment pour faire vivre des milliers de personnes dans l'ouvrage des personnes gagnantes. À l'année. Déplacer d'énormes blocs de pierre sans roues ni chevaux de trait rendait l'exploit encore plus impressionnant.
D'un point de vue pratique, la construction du Machu Picchu semblait impossible. Les risques étaient également évidents. Chaque année, la région reçoit près de 2,0 mm de pluie, provoquant inondations et érosion. La moindre erreur était fatale, car les falaises plongeaient à pic. Glisser sur les sentiers peut être fatal. La pluie fragilise les fondations et rend même les escaliers les mieux construits instables, à tous égards. C'était le dernier endroit où une ville aurait dû être bâtie. L'archéologie le confirme. Machu Picchu ne semble pas avoir été habité toute l'année. De nombreux ossements découverts appartiennent à des ouvriers et des serviteurs, et non à des familles. Cela laisse penser que la zone n'était pas un centre urbain permanent. Son danger et son isolement lui donnent l'apparence d'un lieu conçu pour un tout autre usage. Pourquoi construire ici si ce n'était pas utile? Les Incas n'étaient pas assez maîtres dans l'art de la planification. Ils surent organiser des dizaines de milliers d'ouvriers et construire des routes à travers un terrain qui, en temps normal, leur aurait été impraticable. Rien n'était laissé au hasard. Le Machu Picchu ressemblait moins à une erreur qu'à un choix délibéré. Mais que se passerait-il si, pour une raison ou une autre? Les pierres sous le Machu Picchu racontaient une histoire plus ancienne et plus étrange que les ruines que les touristes escaladent chaque année, la percée de 2025. Depuis plus d'un siècle, archéologues et chercheurs s'attachent à percer le sens culturel des temples terrasses et ouvrages en pierre du Machu Picchu. Mais l'arrivée des géologues en 2025 a tout bouleversé. Le projet dirigé par le scientifique brésilien Rualdo Menago a utilisé des outils habituellement employés pour l'étude des séismes. L'objectif n'était pas de déterminer qui avait bâti la cité ni pourquoi. Ils se sont alors intéressés à ce qui se passait sous la surface. Ce simple changement d'approche a permis de résoudre des énigmes qui avaient déconcerté les experts pendant des décennies. Les géologues ont cherché des explications géologiques, tandis que les archéologues étudiaient les artefacts. Ils ont observé la roche sous la ville et ses mouvements. Grâce à des images spatiales, ils ont découvert des failles jusque-là invisibles. Le géoradar a révélé la structure du sous-sol et la résistivité électrique a permis de vérifier la conductivité des fissures. Grâce à la muontomographie, une technique utilisant les rayons cosmiques, les chercheurs ont pu sonder le cœur de la montagne. Toutes ces méthodes ont abouti à la même conclusion: le Machu Picchu est non seulement bâti sur une montagne, mais il se situe également à la confluence de deux puissants systèmes sismiques, formant ainsi un immense X naturel. Ce n'était pas une erreur. Pour la première fois, la science suggérait que les Incas avaient peut-être choisi cet endroit à cause des fissures et non parce qu'il ne leur plaisait pas. Aujourd'hui, les ingénieurs perçoivent les failles comme des signes de danger. Pour les Incas, il y avait là une opportunité. La faille naturelle en forme de X était bien plus qu'un simple symbole. Elle créait des voies d'écoulement pour l'eau de pluie à travers la montagne, un principe qui explique le fonctionnement encore actuel du célèbre système de drainage de la cité. Les Incas ne luttaient pas contre les rivières. Ils utilisaient plutôt les fissures de la montagne comme un système de canalisation. Les fortes pluies qui auraient pu détruire le site l'ont emporté sans le blesser, laissant derrière elles des terrasses et des fondations qui résisteront à l'épreuve du temps pendant des siècles. La faiblesse de la roche s'est révélée être sa force. Cette symbiose naturelle se retrouve également dans le travail de la pierre. Nombre de blocs n'ont pas été déplacés de loin. Ils ont été extraits directement de la roche-mère. Les fissures naturelles ont préparé les joints, facilitant ainsi la taille des gros blocs de granit. La nature même de la roche a permis une utilisation ingénieuse de ce qui semblait être un travail ardu. Le terrain fournissait à la fois les matériaux et les ressources. Méthode. Même les édifices sacrés étaient alignés sur ces failles. Certains bâtiments étaient construits le long de lignes de failles, comme suivant un quadrillage invisible au sol. Ce choix était délibéré. Le fait qu'ils aient cartographié leurs espaces spirituels et pratiques sur les lignes de force naturelles montre que les Incas utilisaient la montagne comme modèle. Ils ne luttaient pas contre la nature, mais travaillaient avec elle.
Les géologues affirment que ces failles seront également renforcer la cité. Lors d'un séisme, la roche solide peut se briser, mais les fragments de roche répartissent donc l'énergie des secousses. Il est possible que les Incas aiment protéger le Machu Picchu des tremblements de terre en construisant sur un terrain instable. Ce qui semblait être un risque s'est avéré être un moyen de survivre. Ces nouvelles informations modifient notre compréhension de l'emplacement de la cité. Auparavant, les chercheurs pensaient que le Machu Picchu avait été choisi en raison de sa situation géographique ou des routes commerciales. La géologie démontre aujourd'hui que ce site a été choisi pour exploiter l'énergie de la roche. Les Incas n'ignoraient pas le danger. Au contraire, ils l'ont anticipé. Ils considéraient les imperfections comme des atouts, alors que les ingénieurs modernes les perçoivent comme des problèmes. Cette approche se retrouve dans leur maîtrise de l'eau. De fortes pluies dans les Andes auraient pu faire disparaître l'endroit, mais les fissures fonctionnaient comme des veines canalisant l'eau excédentaire de manière contrôlée. Les drains en pierre n'ont pas empêché l'érosion. Au lieu de cela, ils ont sublimé les atouts naturels de la montagne. C'est cette relation privilégiée qui a permis au Machu Picchu de résister aux tempêtes pendant des siècles. Il y a aussi une dimension morale à cela. Les Incas considéraient les montagnes comme des êtres sacrés, dotés d'une grande puissance. Construire à l'intersection de deux lignes sismiques n'était pas seulement pratique, c'était aussi symbolique. Le grand X sous le Machu Picchu unissait la terre, le ciel et les hommes en un seul lieu. Les géologues ont peut-être interprété les fissures du sol comme des passages sacrés pour les Incas. Cela explique aussi la précision de la construction en pierre. Pendant des générations, les chercheurs ont ignoré comment d'énormes blocs de roche avaient été taillés avec une telle précision. La réponse se trouve dans la roche elle-même. Les fissures qui la composent permettaient de façonner les pierres facilement, sans outils complexes. Cette utilisation ingénieuse des ressources naturelles semblait être un art perdu. Ainsi, le Machu Picchu est bien plus qu'un simple édifice magnifique, c'est une œuvre d'art pour la Terre. Chaque terrasse, chaque canal, chaque mur témoigne du dialogue entre l'homme et la nature. La roche offrait aux Incas fissures, cours d'eau et pierres qu'ils ont utilisées pour bâtir une cité qui se dresse encore aujourd'hui. Les dons secrets de la pierre. Les rochers qui entourent le Machu Picchu sont composés de granit, l'une des roches les plus dures au monde. Habituellement, il faut beaucoup de travail et d'outils lourds pour tailler le granit. Mais ici, la nature avait déjà accompli une grande partie du travail. En raison des failles qui traversent la colline, la pierre était constamment soumise à des contraintes, ce qui la fragmentait en blocs. Les Incas n'avaient plus qu'à tailler et fendre ces morceaux, ce qui leur a permis d'assembler ces énormes pierres avec une telle précision sans utiliser de mortier. Grâce à cette carrière naturelle, les bâtisseurs n'avaient plus besoin de transporter des blocs depuis des pentes éloignées. Ils pouvaient utiliser les roches déjà concassées au sol. Cela facilitait grandement le travail, et c'est pourquoi la construction a progressé si rapidement avant l'invention du fer ou des roues. C'était une utilisation très ingénieuse d'une montagne déjà riche en pierre, permettant d'atteindre une productivité qui semblait impossible. Le choix de l'emplacement a peut-être même été influencé par le fait que la roche était déjà concassée. Les Incas n'ont pas choisi n'importe quelle crête. Ils en ont choisi une aux fissures naturelles qui recelaient des richesses prêtes à être travaillées. Ce que d'autres voyaient comme des rochers, ils le considéraient comme une boîte à outils en pierre. Les cendres du Machu Picchu sont célèbres pour leurs blocs si rapprochés qu'il est impossible d'y glisser un couteau. C'est à partir de cette arête de carrière que tout a commencé. Lorsque les pierres s'étaient cassées le long de failles naturelles, puis façonnées à l'aide de percuteurs, les arêtes étaient extrêmement tranchantes. Grâce à cette méthode, des murs furent construits qui ont résisté aux tempêtes pendant des centaines d'années. Les Incas ne luttaient pas contre la nature. Au lieu de cela, ils ont laissé la montagne se construire d'elle-même. Cette carrière naturelle témoigne que le Machu Picchu était bien plus qu'un simple édifice. C'était aussi une relation intime avec la nature. Les Incas percevaient des motifs dans la roche brisée et les utilisaient pour bâtir des temples, des terrasses et des habitations en harmonie
avec leur environnement. Plus on observe ces fissures, plus il devient évident que le choix de cet emplacement n'était pas fortuit. L'eau a également contribué à la formation de la cité. Dans les Hautes Andes, l'eau potable n'est pas toujours garantie. Mais près du Machu Picchu, une source jaillissait de la roche brisée à proximité de la montagne. Les stéphalés de la roche agissaient comme des canaux pour diriger l'eau de pluie vers ce réservoir naturel. Les Incas exploitèrent la source et creusèrent un canal de 750 mètres qui alimentait 16 cascades de pierres disséminées dans la région. Ce système, en plus d'être efficace, permet la survie de la cité à 200-400 mètres d'altitude. Sans lui, elle n'aurait pu subvenir aux besoins de ses habitants. Au lieu de cela, elle alimentait en tuant les lieux où se tenaient son seigneurs ouvriers et cérémonies. Les fontaines symbolisaient bien plus que l'abondance. Elles représentaient l'ordre et la bienveillance divine. Les sources revêtaient également une importance spirituelle. Pour les Incas, elles étaient des liens sacrés entre le ciel et la terre. La source d'eau de Machu Picchu conférait à la cité un caractère à la fois pratique et sacré. L'eau courante était essentielle pour la consommation, mais elle constituait aussi une véritable bénédiction. D'après une nouvelle étude, ce système d'approvisionnement en eau, ne se contentait pas d'assurer la sécurité des habitants. Il enrayait l'érosion des collines escarpées en canalisant les ISO de ruissellement vers des cours d'eau aménagés. La source n'était pas un simple atout. Elle protégeait également la cité des inondations qui auraient pu la détruire. Les premiers voyageurs n'ont pas perçu l'importance cruciale de cette source lors de la découverte du Machu Picchu. Aujourd'hui, les archéologues affirment qu'il s'agissait de l'un des systèmes d'approvisionnement en eau les plus perfectionnés d'Amérique du Nord, avant Christophe Colomb. On n'y trouve ni pompe, ni canalisation. Au lieu de cela, les failles, les pentes et les sentiers de pierre sont utilisés avec ingéniosité. Les Incas ont su tirer parti des fissures des montagnes, là où la plupart des gens n'auraient rien vu. La situation était encore plus périlleuse lors des pluies. Chaque année, il tombe près de 2,0 mm de précipitations, une quantité suffisante pour déstabiliser des collines entières. Pourtant, le Machu Picchu se dresse fièrement depuis plus de 500 ans sans s'effondrer. Son système de drainage, parmi les plus ingénieux jamais conçus, lui assure une stabilité remarquable. Les fissures qui laissent passer la pierre et l'eau permettent également à la pluie de s'écouler là où elle doit aller. Les bâtisseurs ont utilisé du gravier et du sable sur les pentes pour créer des couches filtrantes qui empêchent l'eau de stagner. Environ 60% du Machu Picchu est construit sous terre, dans un réseau de drains et de supports invisibles. Ce que l'on voit aujourd'hui n'est que la partie émergée d'un ouvrage d'ingénierie bien plus complexe. Les balcons eux-mêmes faisaient office de filtre. Avant d'atteindre la roche-mère, la pluie traversait le gravier et la terre, ce qui permettait de répartir l'eau hors de la cité en toute sécurité. Ce procédé préservait la fertilité des sols et la stabilité des collines. Ce qui semblait être de simples techniques agricoles était en réalité un moyen de gérer les tempêtes. Sans ce réseau de drains, le Machu Picchu se serait probablement effondré en quelques décennies, comme d'autres cités andines. Les Incas, quant à eux, considéraient l'eau non comme une menace, mais comme une alliée. La géologie fut mise à profit dans la planification de la ville afin qu'elle s'intègre à la montagne au lieu de la combattre. Le génie du Machu Picchu ne réside pas dans la force brute. C'est un état d'esprit qui redéfinit notre conception de la construction des civilisations contemporaines, un motif dissimulé à travers les Andes. Les géologues ont d'abord cru à une étrange erreur en cartographiant les fissures sous le Machu Picchu, mais ils ont rapidement constaté que ce schéma se répétait tout au long des Andes, de Cusco à Ollantaytambo. Il était courant que les villes et forteresses incas soient construites sur des failles et des zones de fractures naturelles. Il ne s'agissait pas de lieux maudits, sujets à des séismes. C'étaient des emplacements stratégiques soigneusement choisis qui offraient déjà des avantages intrinsèques. Les Incas n'ont pas agi par hasard. Ils ont suivi un plan gravé dans la roche et donc invisible. L'ethnogéologie, comme la nomment aujourd'hui les chercheurs, et la séismologie est la clé de cette découverte.
au sens occidental du terme. Il ne s'agit pas d'une science moderne, mais plutôt d'une compréhension culturelle profonde du territoire, transmise de génération en génération. Pendant des siècles, les habitants de la région ont vu des roches se briser, des sources jaillir et des collines se déplacer. Ce savoir a été transmis aux Incas, qui l'ont utilisé avec une précision inégalée. La géologie est devenue un outil de planification et ils interprétaient les montagnes comme d'autres, lisent un livre. En construisant le long des fissures, le royaume Inca parvenait à exploiter les ressources sans gaspillage. Les fissures dans la roche facilitaient l'accès à l'eau douce et des sources se formaient naturellement le long des failles. Les blocs de pierre pouvaient être taillés et transportés plus facilement dans les mines creusées dans ces mêmes fractures. Cela facilitait également la défense. Les falaises abruptes et les collines en forme de faille se transformaient naturellement en forteresses. Ils utilisaient la structure même des montagnes pour intégrer le territoire à leur royaume. Cusco était la capitale des Incas. La ville avait la forme d'un puma, mais son emplacement était déterminé par la roche et revêtait une signification particulière. Cusco se situe au point de convergence de plusieurs failles. Chaque faille amène des rivières et d'autres sources d'eau dans la vallée. Grâce à cela, des dizaines de milliers de personnes, même avec un réseau d'adduction d'eau simple, pouvaient avoir accès à l'eau potable. Ce qui semblait être un alignement magique était en réalité le fruit d'un savant mélange d'ingénierie et de travail de la roche. On retrouve ce même principe à Ontas. Les villes et terrasses sont construites sur des roches fracturées, ce qui facilite l'agriculture en canalisant l'eau de façon régulière. Des carrières se trouvent sentues de part et d'autre de la vallée, reliées par des failles naturelles qui servaient autrefois de voies de transport. Même les murs de la forteresse s'appuient sur des crêtes formées par le relief. Ainsi, aucun ajout de briques n'est nécessaire. Les Incas n'ont pas cherché à conquérir ces terres. Au lieu de cela, ils se fondaient dans le paysage. Cette planification secrète fondée sur la géologie explique la croissance fulgurante du royaume Inca sans roues, animaux de trait ni outils en acier. En exploitant les ressources naturelles, ils ont économisé d'importantes quantités d'efforts. La présence d'une source à une faille leur a dispensé de creuser des puits profonds. Une fissure naturelle a permis de tailler la pierre sans recourir à des explosifs ni à des ciseaux de fer. Leur royaume prospérait car il s'appuyait sur des raccourcis naturels déjà présents dans le sol. L'anthropologie et la géologie montrent que différents groupes autochtones appréhendaient la Terre de manière unique. La géologie occidentale n'a rattrapé les Incas que plusieurs siècles plus tard. Ces derniers connaissaient les failles géologiques par la simple observation du monde qui les entourait. Ils ne disposaient pas de microscope, mais leur patience et leur mémoire remarquable leur permettaient de se souvenir des choses. Chaque génération enrichissait une carte indiquant les mouvements de l'eau et les zones de fracture des roches. Cette carte devint le véritable fondement du royaume. Les Incas démontrent que la technologie peut prendre des formes très différentes de ce que la plupart des gens considèrent comme des machines, du métal ou des outils. Leur technologie reposait sur l'observation et se dissimulait dans leurs récits, leurs écrits et leurs édifices. Choisir des emplacements en fonction des zones de fracture était une approche aussi novatrice que l'utilisation actuelle des satellites pour la recherche de ressources. Leur méthode était unique, car ils se basaient sur leur propre observation et sur des centaines d'années de données. Cette technologie, bien que discrète, ne laissait aucune trace matérielle, et pourtant elle permettait de gérer un royaume. Vu de loin, les Andes ressemblaient à une mosaïque de rochers, de vallées et de pierres. Mais pour les Incas, elles étaient une carte vivante du hasard. Les failles se transformaient en routes, de pierre et d'eau, les crêtes en murailles et les vallées en champs. Les villes de l'Empire n'étaient pas disséminées au hasard. Elles étaient entablées nœuds d'un réseau secret. Difficile de passer à côté du génie de leur expansion une fois ce schéma compris. Le plus surprenant, c'est que ce plan ne soit découvert que maintenant. Pendant des siècles, les érudits ont cru que les cités incas étaient construites pour être belles, protectrices ou revêtir une signification religieuse. Ces aspects étaient certes importants, mais une science bien plus complexe sous-tendait leur construction.
Les Incas connaissaient Antlacarte mieux que quiconque, car elle était l'œuvre des Andes elles-mêmes. Les montagnes n'étaient pas pour eux des obstacles. Elles étaient les bâtisseuses silencieuses d'un royaume. La science sacrée des Incas. Pour les Incas, les chaînes de montagnes étaient bien plus que de simples rochers surgissant du sol. Elles étaient des appuis des esprits veillant sur les montagnes, les rivières et les hommes. La terre était Pachamama, la grande mère, qui prenait soin de tous les êtres vivants, les nourrissait et les abritait. Puisque la terre elle-même était sacrée, rien n'était considéré comme normal. Construire, cultiver ou s'abreuver à une source n'était jamais qu'une simple question de survie. C'était un lien profond avec le monde vivant. À Machu Picchu, chaque choix était guidé par cette vision du monde. Le fait qu'un rocher fournisse eau, pierre et un abri était non seulement utile, mais aussi signe de la bienveillance divine. Si un lieu était propice à la fois à la survie et à la foi, il était choisi comme lieu de résidence. Les Incas ne dissociaient jamais le sacré et l'utile. Ils les considéraient comme les deux faces d'une même pièce. Ils estimaient avoir une dette envers les montagnes car ils avaient utilisé leurs ressources. La découverte de 2025 renforce encore cette idée. Sous d'importantes terrasses, les chercheurs ont mis au jour des dépôts rituels, tels que de petites pierres taillées, des coquillages provenant de côtes lointaines et des offrandes brûlées. Il ne s'agissait pas de simples rebuts. Ces vestiges témoignaient d'une cérémonie préparatoire à l'utilisation de tout outil. Aujourd'hui, les archéologues perçoivent la construction à la fois comme un défi d'ingénierie et une mission sacrée. Chaque mur était un appel à la terre vivante. Aujourd'hui, cela peut nous sembler un mythe. Pourtant, c'était un système qui maintenait l'équilibre. On respectait le lieu d'où provenaient les ressources et la nature les nourrissait en retour pendant des siècles. Conçues dans le respect du sol, les terrasses agricoles ne s'effondraient pas. Les conduites d'eau ne se rompaient pas car on laissait l'eau s'écouler naturellement des montagnes sans chercher à la contraindre. Dans leur monde, il n'y avait aucune différence entre le culte et la création. Le Machu Picchu n'a pas été érigé par hasard. Il se dressait sur une colline entre des sommets sacrés et était aligné avec le soleil à des moments clés de l'année. Les bâtisseurs pensaient qu'en alignant leur cité sur les étoiles, la terre resterait fertile. Nous comprenons aujourd'hui que ce qu'ils considéraient comme une géométrie sacrée était d'une précision remarquable. Cette intention sacrée a eu des effets bénéfiques très concrets. Les terrasses agricoles étaient conçues pour empêcher l'érosion des sols et imiter les flancs des montagnes sacrées. Les Incas considéraient que s'inspirer de la nature était une façon de lui témoigner leur amour. Les ingénieurs modernes y voyaient une méthode ingénieuse pour stabiliser les sols et l'eau. Leur foi les guidait dans leurs choix essentiels à leur survie. Il leur était impossible de distinguer le mythe des réalités. Même les rivières revêtaient plusieurs significations. L'eau n'était pas seulement destinée à l'agriculture, elle était aussi à l'inverse, un don précieux pour la vie. Des canaux étaient creusés dans la roche pour ralentir le débit, prévenir les inondations et répartir l'eau équitablement. Parallèlement, les rituels considéraient l'eau comme un don sacré. Ils ont ainsi créé un système qui fonctionne encore aujourd'hui, alliant foi et physique. Une étude de 2025 met encore davantage en lumière cette dualité. Des relevés topographiques ont révélé l'existence de réseaux de canaux secrets qui purifiaient l'eau en la traversant tel un filtre avant qu'elle n'atteigne les cultures. Cette eau avait peut-être une valeur de purification spirituelle pour les Incas. Cela ressemble à de l'hydro-ingénierie de pointe. Cette superposition illustre comment la foi a engendré des idées nouvelles et durables. La véritable splendeur du Machu Picchu ne réside pas dans ses murs, mais dans le lien invisible qui l'unit à la montagne qui le maintient uni. Un chef-d'œuvre invisible. Pendant plus d'un siècle, le Machu Picchu a été considéré comme un paradoxe, une cité bâtie sur un terrain qui ne s'y prêtait pas. Les historiens y voyaient une affirmation audacieuse de la domination humaine sur la nature, un château accroché aux Andes, comme pour démontrer que les Incas pouvaient survivre à la montagne. Mais de nouvelles découvertes bouleversent cette vision. Ils n'ont pas cherché à lutter contre la montagne.
Au contraire, ils ont construit de manière à l'utiliser à leur avantage. Leur succès ne tenait pas à leur supériorité sur la géologie, mais à leur capacité à la comprendre et à l'utiliser en harmonie avec elle. Vue sous cet angle, une chose qui paraissait incompréhensible auparavant prend tout son sens. Les terrasses n'ont pas été aménagées par hasard, ni par simple souci d'esthétique. Elles étaient comme des parties vivantes de la montagne assurant la stabilité du sol, l'écoulement de l'eau et absorbant les chocs sismiques. L'implantation des églises et des maisons suivait les contours naturels du substratum rocheux, réduisant ainsi considérablement les risques d'effondrement. Même les célèbres escaliers et canaux furent construits pour épouser la pente du terrain et acheminer l'eau en toute sécurité afin d'éviter les inondations. Au lieu de conquérir les Andes, les Incas laissèrent la montagne dicter leur mode de construction. Cette unité a transformé la signification du Machu Picchu. Le lieu n'était plus seulement un site sacré ou une résidence royale, mais aussi un laboratoire de vie commune. Chaque mur, chaque agencement de pierre témoignait d'un dialogue entre les hommes et la roche. Grâce à cette relation privilégiée, le Machu Picchu a résisté à des siècles de tempêtes, de glissements de terrain et de tremblements de terre. Les villes modernes peinaient à se prémunir contre les catastrophes. Mais le Machu Picchu demeure intact, car il fait partie intégrante de son environnement. Pour les Incas, la nature n'était plus pas une force à dompter, mais plutôt un élément à comprendre et à honorer. Ce point de vue était à la fois profondément spirituel et d'une grande utilité. Les Andes étaient sacrées, mais aussi dangereuses, et les Incas devaient composer avec elles pour survivre. Cette idée s'est inscrite dans la pierre du Machu Picchu. Ce qui semblait risqué s'est transformé en une entreprise brillante, les terrasses. Les temples et la célèbre pierre d'Inihuatana sont les premières choses que les visiteurs aperçoivent en arrivant à Machu Picchu. Mais ce qui fait la grandeur de la cité réside dans ce qui est invisible. La ville était soutenue par des fondations, des fossés de drainage et des couches de pierre invisibles depuis le sol. Les archéologues estiment aujourd'hui que plus de la moitié des travaux de construction ont eu lieu sous terre. Les ruines visibles ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et à vous abonner. Cliquez sur la vidéo suivante qui apparaît à l'écran pour découvrir d'autres contenus passionnants.